Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui aimez l'histoire. Cette vidéo porte sur un sujet, les pandémies à travers l'histoire. Ce sujet-là, c'est le professeur Loba, professeur titulaire de géographie, qui exerce à l'université Félix Houphouët-Boigny, au département de géographie de cette université et à l'institut de géographie tropicale de cette université. C'est lui qui m'a demandé de faire cette vidéo pour parler des pandémies dans le monde. Je voudrais lui dire merci. Je n'ai jamais songé à un tel sujet. Moi, je suis professeur d'histoire dans la même université, l'université Félix Houphouët-Boigny, au département d'histoire de cette université-là. Je remercie donc le professeur Loba pour sa confiance. Non seulement il est professeur titulaire de géographie, mais il est aussi docteur en anthropologie. Alors, j'ai pris simplement, d'abord pour définir cela, j'ai pris simplement un dictionnaire, le dictionnaire Petit Robert. Que dit le dictionnaire Petit Robert? La pandémie, c'est une épidémie qui atteint un grand nombre de gens dans une zone géographique très étendue. C'est ce que dit le Petit Robert, de ce qu'est la pandémie. Maintenant, vous avez vu que dans la définition de la pandémie, ils ont utilisé le mot épidémie. Donc, j'ai encore regardé dans le Petit Robert ce que le Petit Robert dit de l'épidémie. Il dit, ça vient d'un mot grec épidémos, qui signifie qui circule dans le pays, maladie infectieuse transmissible, et pour lesquelles on a un grand nombre de cas dans une région donnée ou au sein d'une collectivité. Alors, je ne me suis pas contenté du Petit Robert. J'ai simplement aussi regardé sur Google, qui donne la définition suivante concernant la pandémie. Épidémie qui atteint un grand nombre de personnes dans une zone géographique très étendue. Et le terme de pan, ça vient du mot grec tout. Pan, ça veut dire tout. Démos, peuple. Donc cela veut dire que c'est une épidémie qui s'étend à la quasi-totalité d'une population d'un continent ou de plusieurs pays. Je reprends. C'est une épidémie qui s'étend à la quasi-totalité d'une population d'un continent ou de plusieurs pays. Bon, peut-être mes auditeurs voudront aussi savoir ce que veut dire endémie. Le mot endémie, parce qu'on entend aussi cela. Alors là, le mot endémie, c'est la présence habituelle d'une maladie dans une région de façon constante ou à des époques particulières. Par exemple, on peut dire que en Afrique subsaharienne, il y a une endémie de paludisme. Le paludisme est présent à tout moment. Je me demande même si en Côte d'Ivoire, on n'a pas une endémie de fièvre typhoïde. Parce que quelquefois, on voit des gens qui font plusieurs fois la fièvre typhoïde dans l'année. Et puis aussi, par exemple, il y a l'endémie de la grippe ordinaire en Europe, notamment à l'approche de l'hiver. Quand l'hiver arrive, les gens ont la grippe. Vous voyez. Donc, c'est cela. Donc, voilà les définitions. Je vais vous présenter dans l'historiographie. On estime qu'il y a eu 8 grandes pandémies. 8 grandes pandémies. Je vais les présenter et puis je vais faire un commentaire. Oui, parce qu'il y a des choses qui sont dites sur lesquelles je ne suis pas d'accord, que je ne partage pas. D'abord, comme pandémie, l'historiographie parle de la peste de Justinien.
la peste de Justinien, qui a sévi entre les 6e et 8e siècles. Alors, il faut dire que Justinien, c'est un empereur, hein, qui a régné à Byzance, hein, c'est-à-dire à Constantinople, hein, une zone qui fait partie aujourd'hui de la Turquie actuelle. Alors, cette peste de Justinien se manifeste par un gonflement des ganglions lymphatiques. Vous voyez, les ganglions, par ici. Voilà. Et que cela aurait touché aussi l'Égypte et puis l'Asie. Mais à l'époque antique, quand on parle de l'Asie, en fait, ça correspond au Moyen-Orient actuel. Voilà. Hein? À l'époque, durant l'Antiquité, quand on vous parle d'Asie, ça correspond au Moyen-Orient actuel. Voilà. Et que cela s'est propagé du fait justement des marchands, hein, qui exerçaient dans toutes ces régions-là. Voilà. Et que cela a duré vraiment quelques siècles. Hein. Et que cela a provoqué la mort de près de 25 millions de personnes. 25 millions de personnes. 25 millions de personnes. Voilà. Donc voilà pour ce qui est de la peste de Justinien. Voilà. Un personnage important dans l'Antiquité romaine, mais de la Byzance. Hein, c'est ce qu'on appelle la Rome, qui était beaucoup plus à l'est du côté de Byzance. Et puis, la deuxième, c'est la peste noire, qui a sévi au Moyen-Âge entre 1347 et 1353. Et qui aurait aussi tué entre 25 millions et une trentaine de millions de personnes. Voilà. Hein? Ça a provoqué près d'une trentaine de millions de personnes, hein, qui sont mortes d'infections buboniques, hein, sur le corps dû à une bactérie, hein, qui vient de la puce. Bon. Bubonique, je pense que c'est ce qui fait des enflements sur le corps, comme par exemple on le voit avec la variole. Oui. On dit que cela a touché la Chine et que cela serait parti de l'Inde. Et aussi, ça c'est même allé jusqu'aux rives de la mer Rouge. Or, vous savez où se trouve la mer Rouge, hein? C'est du côté de l'Égypte. Voilà. D'ailleurs, c'est là-bas que se trouve le canal de Suez, qu'on a fait par la suite le canal de Suez. Donc, ça s'est quand même étendu sur une assez vaste région, hein? La peste noire. Je ne sais pas pourquoi ils ont appelé cela la peste noire. En général, quand les locodèmes ont des problèmes, ils renvoient ça à ce qui est noir. Or, ils aiment tellement le pétrole pour lequel ils ont tellement tué des gens. Alors, la troisième pandémie, c'est la fièvre jaune. Ce fut entre les 17e et 19e siècles. Alors, c'est une maladie qui donne une coloration jaune à la peau. Hein? Donc, c'est un peu ça. Mais il faut savoir que pendant l'époque coloniale en Côte d'Ivoire, il y a eu une épidémie de fièvre jaune, notamment à Grand-Bassam. C'est d'ailleurs ce qui a fait que Grand-Bassam a perdu sa position de capitale. Enfin, je veux dire, oui, capitale de la colonie française de Côte d'Ivoire, vous voyez. Donc, c'est un peu ça. Voilà. Donc, c'est aussi une épidémie qui est de source virale, donc ça vient d'un virus. Bon, on estime que ça vient des zones tropicales. Bon, ça c'est ce qu'ils disent, mais qu'est-ce qu'ils en savent? Moi, je pense qu'une maladie circule. De même que les hommes se déplacent, les virus aussi se déplacent. Parce que quand on dit ça vient de tel endroit, bon, ça s'est déclenché dans tel endroit. Mais est-ce qu'on sait d'où c'est parti? Vous comprenez? Voilà, c'est ça le problème. Quand on veut trouver l'origine d'une maladie, c'est un problème. Parce qu'il ne faut pas oublier que les virus, les microbes, etc., font partie de la création. Oui. C'est pour ça que j'ai dit que je vais faire quelques commentaires. Voilà, et c'est ce que je suis en train de faire. Voilà. Alors, il est dit que, par exemple, la fièvre jaune a touché notamment une région du Mexique, le Yucatan. Ça a touché de vastes régions de l'Afrique.
notamment surtout de l'Afrique de l'Ouest, et que ça a tué entre 30 000 et 60 000 personnes. Mais il faut avouer qu'à tout moment, on peut avoir la fièvre jaune. Cela veut dire que ça peut être endémique. Ça peut être endémique. Ah oui, ça peut être endémique. Quelqu'un est là et tout d'un coup, bon, son corps jaunit, etc. Mais j'avoue que concernant la fièvre jaune, il faut dire que ces maladies tropicales, nos ancêtres africains avaient leurs remèdes. Oui, si tu as la fièvre jaune que tu cours à l'hôpital, là, tu vas avoir des problèmes. Ça, je te dis la vérité. Tu vas dire, mais comment moi, un professeur, j'ai pu parler ainsi. Mais c'est la vérité. Vous voulez que je vous dise la vérité sur la question? Oui. Même moi-même, mon propre petit-fils, tu vas avoir bientôt 4 mois. Quand il est né, on n'a rien compris. Tout d'un coup, on regarde, son corps est devenu jaune. Et j'ai demandé au pédiatre, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Vous savez ce qu'il m'a dit? Il me dit non, qu'on peut le réhydrater, il faut le réhydrater. J'ai dit, mais c'est tout ce qu'il y a à faire? Il dit oui, qu'il va voir un de ses collègues qui est gastro-entérologue, voilà, c'est le mot qu'il a utilisé, gastro-entérologue, pour qu'on le réhydrate. Il dit, c'est tout ce qu'il y a à faire? Il me dit oui. Je dis, bon, d'accord, j'ai compris. Je suis allé chez moi au village avec mon petit-fils. Parce qu'on m'a dit qu'il y a une dame qui soigne ça. À Adiaké, chez moi là-bas, à Adiaké, dans mon village. C'est maintenant une ville. Je vous dis qu'en à peine 3 semaines, le remède qui a été administré à mon petit-fils, totalement guéri. Voilà les faits. Même pour le paludisme, toutes ces maladies tropicales-là, nos ancêtres africains avaient des médicaments. C'est pour ça qu'il faut que, nos gouvernants puissent comprendre qu'il faut mettre en place un protocole sanitaire pour que la connaissance de nos ancêtres en matière médicale puisse être implémentée et utilisée chez nous. On ne va pas suivre les paradigmes des Occidentaux chaque fois. Bon, ça c'est une autre affaire. Donc, je viens de parler de la 3e pandémie, la fièvre jaune. Ensuite, il y a le choléra. Alors, le choléra est considéré comme une infection toxique causée par une bactérie. Alors, on dit que ça a sévi en Inde, en Russie, en Pologne, en Finlande. Voilà. Et que même, on estime que ça cause environ 100 000 décès annuels. Bon, vous savez que dernièrement, il y a quelques années, il y a eu le cas de Haïti, où des casques bleus qui sont à Haïti, notamment si c'était ces casques bleus bangladeshis, etc., qui ont jeté des déjections humaines, c'est-à-dire des excréments, dans un cours d'eau que les gens utilisaient. Mais ça a causé une épidémie à Haïti. Il y a eu des centaines et des centaines de morts. Donc vous voyez, le choléra, lui, on peut dire qu'il est là à tout moment. Il peut surgir à tout moment. Moi-même, je me souviens quand j'étais enfant, quand j'étais à Diaké, chez moi enfant, à l'école primaire, quoique c'était peut-être autour de 1967 par là, il y a eu une épidémie de choléra. Et les gens disaient qu'il faut boire du koutoukou. Et que quand tu as le choléra, quand tu bois du koutoukou très fort, ben ça lutte contre cela. Bon, voilà. Mais les gens ont des remèdes locaux. Voilà. Et je me souviens, je n'ai pas vu, je ne sais pas, des soignants de choses, comment on appelle ça, du centre d'hygiène venir soigner les gens, non. Mais ça s'est passé. Et puis après, ça a disparu. Alors la 5e pandémie dont on peut parler, c'est la grippe espagnole. La grippe espagnole qui a débuté en Espagne en 1917, au moment de la Première Guerre mondiale, au moment où sévissait la Première Guerre mondiale. Alors, on dit que ce qui provoque la grippe espagnole, on ne sait pas trop. On dit que c'est tantôt un virus ou bien une bactérie qui submerge les poumons, qui fait qu'il y a de l'eau dans les poumons. Ça, c'est très grave.
Hein, c'est fait qu'il y a de l'eau dans le poumon. Et puis, ça cause un trouble dans la circulation sanguine. Alors, quelquefois, on peut avoir des saignements de sang dans les narines et puis dans la bouche. Alors, ce sont les autorités espagnoles qui, les premières, ont reconnu la présence de cette maladie dans leur pays. Voilà. Mais, ces pays qui étaient en guerre n'avaient même pas le temps, hein, notamment ces pays donc, qui faisaient la Première Guerre mondiale, la France, l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, la Russie, l'Italie, etc. Ils n'ont pas eu le temps de parler de cela. Mais comment est-ce que ça sévit là-bas? On ne sait pas trop. Vous voyez, comment ça sévit là-bas? Mais ça a tué des milliers et des milliers de personnes. La grippe espagnole a tué des milliers et des milliers de personnes. Voilà. Et puis, la 6e pandémie dont on parle, ils l'ont appelée la grippe asiatique. Je ne sais pas pourquoi. Alors, on dit que c'est une grippe qui vient peut-être d'un virus qu'ils ont appelé H2N2, qui s'est répandu entre 1956 et 1958. On dit que ça cause aussi, ça fait enfler les poumons. Hein, ça fait enfler les poumons. Donc ça crée une sorte de pneumonie mortelle. Et que cela aurait causé la mort de près de 2 millions de personnes. 2 millions de personnes. Et puis il y a une 7e pandémie que les Européens ont appelée grippe de Hong Kong. Ou bien la médecine occidentale ou européenne a appelé grippe de Hong Kong. Alors sa souche, là aussi c'est un virus, un H3N2, avec encore une autre forme, H2N2. On appelle aussi la grippe A, qui a sévi notamment entre 1968 et 1970. Et ça a tué près d'1 million de personnes, notamment en Asie, aux États-Unis et puis aussi en Europe. Voilà. Voilà. Alors, la 8e pandémie dont on peut parler, c'est le sida. Alors, on fait comme si le sida, c'est en Afrique que c'est apparu. Moi, il dit, mais quand un virus naturel, je ne parle pas des virus qui font l'objet de manipulation dans des laboratoires, non. Quand un virus naturel existe dans la nature, il est où? La maladie peut se déclencher à un point, mais d'où c'est venu? On ne sait pas. Le virus est dans la nature. C'est pour ça que j'aime cette phrase-là. Les nuages peuvent se former ailleurs et puis la pluie tomber ailleurs. Parce que les nuages, le vent pousse les nuages. Le vent pousse les nuages. C'est la même chose aussi. Les virus aussi se déplacent. Il y a une mobilité aussi chez les virus, chez les bactéries, il y a une mobilité. Voilà. Mais quelquefois aussi, la mobilité aussi se fait à travers des hommes. Voilà. Qui tombent malades. C'est ça en fait. Voilà. Alors le sida, alors on dit que ça a sévi en Afrique. D'abord, on estime que ça a commencé dans les années 1920 jusqu'à 1950. Et puis maintenant, ça a été identifié surtout en 1983. Alors dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'ils peuvent dire que c'est venu de l'Afrique? Mais ils n'en savent rien. Ils n'en savent rien parce que chaque fois, on met les choses sur l'Afrique. Pourtant, on a vu que le virus du sida, c'est dans les pays occidentaux. Et ça a commencé surtout au milieu des homosexuels, dans le milieu des homosexuels. Ça a surtout frappé le milieu des homosexuels avant de s'étendre. Vous comprenez? Donc c'est cela. Et que cela aurait tué plus d'une vingtaine de millions de personnes. Plus d'une vingtaine de millions de personnes. Ça a sévi gravement en 1981 et aussi même en 2006. Bon, ça c'est ce qu'ils disent. Hein. Et c'est ce qu'ils disent. Voilà. C'est ce qu'ils disent. Voilà. Bon, vous savez ce que ça fait. C'est une déficience immunitaire. Bon, est-ce que le sida même en tant que tel, bon, c'est d'abord une déficience immunitaire. C'est-à-dire la capacité de protection de ton corps faiblit. Alors, toutes sortes de maladies peuvent t'attaquer. En fait, c'est ça, en fait. C'est pour ça que je comprends, j'ai du mal à comprendre quand on dit que le sida même en tant que tel est une maladie.
C'est une incapacité qui est créée par ce virus et qui fait que ton corps ne peut pas se défendre. C'est-à-dire que tes défenses naturelles sont affaiblies. Vous voyez, c'est cela. C'est comme si une maison qui devrait être gardée par des soldats et la maison n'est plus gardée. Parce qu'il n'y a plus de soldats. Voilà. C'est-à-dire que tes globules blancs ne peuvent plus agir pour te protéger. Voilà. Bon, maintenant, la deuxième pandémie, la 9e pandémie, vous la connaissez. Hein? Bon, je l'ai mis dedans. C'est le Covid-19. C'est le Covid-19. Mais là, j'estime que, bon, est-ce que le Covid-19 s'est largement étendu? Apparemment. Mais on voit que ça a touché certains points. On a vu que ça a commencé à Wuhan, en Chine. Mais d'où est parti le virus? On ne sait pas. On ne sait pas. D'aucuns disent qu'il n'est pas naturel. On ne sait pas. Et on a voulu le combattre avec seulement des vaccins en ignorant les remèdes. Là aussi, on n'a rien compris. On a vu de grands professeurs comme le professeur Didier Raoult, dont l'expertise a été ignorée par le gouvernement français. On a vu l'expertise du professeur Luc Montagnier, qui a été même prix Nobel de médecine. Tout ce qu'il a dit sur la pandémie du Covid, tout ce qu'il sait sur le Covid, il a été ignoré et écarté. Et c'était les politiciens qui parlaient. Moi, je me pose des questions. Hein. Ce sont des questions que je me pose. Et toutes ces mesures-là, on voit que c'est les politiciens qui prennent ces mesures. Hein? Les hommes de science, de médecine ont été carrément laissés de côté. C'est ce qu'on a constaté dans cette pandémie du Covid. Hein? Dans cette pandémie du Covid. C'est ce qu'on a constaté. Mais le Covid aussi, c'est une forme de grippe. On voit que c'est une forme de grippe. C'est une forme de grippe. Ouais. Quelles sont les recherches vraiment profondes qui ont été faites sur ce virus-là? Et quels sont les remèdes qui sont proposés? Tous les remèdes qui ont été proposés ont été écartés par l'OMS, curieusement, l'OMS. Et aussi par les pays occidentaux, il faut le dire. Voilà. Le président de Madagascar, il y avait le remède de Covid organique à base d'Artemisia, proposé d'ailleurs, c'est un chercheur congolais, d'origine congolaise, de RDC. Bon, les Occidentaux ont écarté cela, l'OMS aussi a écarté cela. Bon, c'est ce qu'on a constaté. Hein. Voilà, c'est ce qu'on a constaté. Il y a aussi un chercheur béninois qu'on appelle Valentin Agon, qui a proposé un remède qu'il appelle apivirine contre le Covid-19. D'ailleurs, il est allé à l'université de Ouaga 1, université Kizerbo, et avec des chercheurs burkinabés, ils ont fait des tests avec son apivirine. Et on a vu que ils ont vu ensemble que c'était efficace contre le Covid. 2 semaines après, le gouvernement burkinabé du président Roch Christian Kaboré a dit que non, ils ne vont pas utiliser ça pour soigner les Burkinabés qui sont malades du Covid. Pourquoi? Ils n'ont même pas justifié cela, ils ont dit seulement ils ne vont pas utiliser. Donc, quelquefois, on voit des relents bizarres politiques derrière cette affaire. Seulement, on constate que les grands laboratoires, Big Pharma, comme on l'appelle, ils se sont fait des milliards. Ils se sont fait des milliards. Ah oui, ils se sont fait des milliards. Hein? Il a dit même qu'il y a une des entreprises, je ne dirai pas son nom. Pourquoi pas? Pfizer, dans la vente des vaccins contre le Covid, mais le revenu que Pfizer a engrangé, c'est le produit intérieur brut de la 8e puissance économique du monde. Vous voyez? Donc voilà un peu. Alors, moi je dis, j'ai dit que j'allais faire quelques commentaires. Même si on voit que ces pandémies se sont étendues sur un certain espace, bon, concernant l'espace, ça peut être relatif. Même si ça a touché 15 ou 20 pays
dans le monde? Qu'est-ce que 20 pays par rapport à l'ensemble des pays qui sont sur Terre? Voilà. C'est cela. Aussi, quand on dit que le virus est parti de telle région, par exemple, moi je vais vous dire une chose. Bon, c'est cette vidéo, je vais envoyer ça sur le WhatsApp du professeur Loba. Je ne sais pas si après, il permettra ou bien de commun accord que je puisse mettre ça aussi sur ma page YouTube. Mais ce qu'on a appelé le virus Ebola. Mais le virus Ebola, en fait, ça ne vient pas du Congo RDC. Jamais. Non. Ça a été conçu en laboratoire à Marburg, une ville allemande. Ça a été conçu en laboratoire, le virus Ebola. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont venus tester ça au Congo sur les rives de la rivière Ebola. Et puis, ils ont appelé ça maintenant un virus Ebola. Même pour le sida, ils ont voulu faire croire que c'est parti en Afrique d'un singe. De quel singe il s'agit? Parce que la transmission d'un animal à l'homme n'est pas automatique. C'est ça. Ce n'est pas automatique. On dit non, c'est parce que les gens ont mangé ces singes-là. Mais ce n'est pas vrai. Parce qu'en Afrique, il faut le savoir. C'est vrai. Nous sommes dans des zones où il fait chaud. Soit c'est le climat tropical, le climat subequatorial ou bien équatorial, il fait très chaud. Mais les Africains, leurs aliments, ils font cuire ça à un très haut degré. Ils font cuire ça à un très haut degré. Donc, les virus sont tués du fait de cette grande chaleur-là. Et nos ancêtres ont compris qu'il fallait faire cuire nos aliments à cause justement de l'humidité. À la fois de la chaleur, de l'humidité de ces climats tropicaux, subequatoriaux et équatoriaux. Nos ancêtres ont compris qu'il fallait faire cuire les aliments à un haut degré. C'est ce qu'il faut faire. Les Européens se permettent de manger des viandes comme ça, sans les faire cuire. Bon. Mais nos ancêtres africains ne faisaient pas ça parce qu'ils ont compris que leur climat favorise la multiplication des microbes et des virus. Donc, il faut cuire les aliments à un très haut degré. Donc, même si les gens ont mangé ces singes-là, ils les ont fait cuire à un haut degré. Donc, ce n'est pas ça qui va provoquer le virus, qui va les rendre malades. Ce n'est pas vrai. Il faut qu'on puisse s'opposer quelquefois à ces médias européens qui disent des informations comme ça, sans preuve. Et on veut toujours, c'est comme si on veut toujours ostraciser les Africains pour faire croire que c'est toujours des Africains qui viennent des virus qui provoquent des pandémies. Présentement, on est en train de parler du virus du singe. Le virus du singe. Mais chaque fois, on accuse le singe. Mais le singe va finir par se révolter pour dire que le singe va parler un jour, il va dire, mais ça suffit. Arrêtez de mentir sur moi. Arrêtez de mentir sur moi. Combien de gens ont des contacts avec les singes? D'ailleurs, beaucoup aujourd'hui de ces animaux-là font l'objet d'une protection. Font l'objet d'une protection. Vous comprenez? Donc, je vous remercie. Je ne sais pas si j'ai été vraiment à la hauteur. Professeur Loba, voilà, tu m'as demandé de parler de cela. Mais en même temps, j'ai eu à faire quelques réflexions là-dessus. Je pense que quand tu vas partager la vidéo, bon, ceux qui feront les commentaires, bon, je vais prendre mon temps pour répondre aux questions que ces auditeurs-là voudront bien poser. Voilà. Donc, voilà les pandémies. Mais, ça, c'est ce qui est répertorié par historiographie. Mais écoutez, l'être humain est sur Terre depuis 3 millions avant Jésus-Christ. S'il a connu des pandémies, qu'est-ce que nous en savons? Rien, nous n'en savons rien. En tout cas, les épidémies, il y en a eu beaucoup. Il y en a eu beaucoup. Même dans la région d'Aboasso, dans le royaume sans vie, la première capitale, ce n'était pas Krendiabo. Non, ce n'était pas Krendiabo. C'était une localité c'est vrai, qui est non loin de Krendiabo, qu'on appelle Sima. Aujourd'hui, cette forêt-là est considérée comme forêt sacrée parce que les ancêtres y sont établis quand ils sont arrivés dans la région. Dans la forêt de Sima. Mais c'était là-bas qu'était le grand village, la capitale où le premier roi Amlamano était. Mais il y a eu une épidémie de variole là-bas, dont les gens ont dû quitter. C'est comme ça que la famille royale est venue s'établir à Krendiabo, qui était un autre village qui existait. Oui. Je peux parler aussi du cas en pays à nord. En pays à nord de la région de Prikro. Oui.
il y a eu une épidémie aussi de variole là-bas. Ça a sévi grandement, notamment dans la zone des anneaux du sous-groupe à lui. Hein? Ça les a tellement ravagés que c'est 2 ans après qu'ils ont pu faire les funérailles de ceux qui sont décédés. 2 ans après qu'ils ont pu faire les funérailles de ceux qui sont décédés. Ça s'est passé au 19e siècle, en pays anneau. Donc, quelquefois aussi, il y a des épidémies comme ça localisées. Mais, ça, c'est ce que l'historiographie a retenu, ces 9 pandémies-là. Peut-être qu'à travers l'histoire des hommes, il y en a eu d'autres. Mais on ne sait pas. Voilà, c'est ce que je peux vous dire. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny. Université qui est à Abidjan, c'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest.